Bienvenue à tous, ça va? T'as fini de t'installer, Jonathan? Tu veux peut-être te laver les dents? Pour me casser les couilles à sorcier, toi! Merde! Je suis en colère parce que, comme vous le savez, le concept est simple. On choisit ensemble un match à regarder en entier, qu'on analyse et qui nous permet après de discuter de manière générale de ces équipes-là et de la NBA, quoi. Bon, moi, clairement, je voulais regarder Boston-San Antonio, qui apparemment était un match plutôt sympa. C'est faux. Mytho. Ne croyez pas à ces gens-là. Putain, c'est marqué à l'envers, merde. Non, c'est bon, on voit bien. On voit à l'endroit. Ah, Je voulais regarder Boston-San Antonio, qui s'avère avoir été Tu un peux match passer à la suite, c'est bon, a personne été ne exceptionnel. Personne te croira. Et puis ce qui s'est passé, c'est que Jean-Jo et Jean-Éric ont dit non, il faut qu'on regarde des équipes qu'on n'a pas encore fait. Atlanta, Philadelphie, c'est pas mal, hein, tu verras, Atlanta, c'est pas mal du tout. On va regarder ça. Pas besoin de faire le contexte du match, on s'en bat les couilles. Hein. Un match tout pété, Philadelphie a éclaté Atlanta. Il n'y a aucun enjeu dans ce match. De toute façon, Atlanta, ils ne peuvent pas aller plus loin qu'à la 4e place. Ils peuvent 4e ou 8e, c'est pareil. Ils vont se faire défoncer au premier tour. On y va. Jean-Jo, on t'écoute, fais-toi plaisir. Bah moi, j'ai trouvé que c'était un match nul à chier. Personne n'a vu venir. Ah, non, à votre grande surprise, quand même, pour faire le parallèle avec ce que tu disais, je suis quand même un partie prenant pour le beau jeu et le collectif. Hein. D'ailleurs, j'ai le maillot de Carmelo Antonio Nuggets, On peut plus déjà. qui à 30 l'époque, secondes qu'il parle, je suis déjà à bout. c'était du vrai jeu collectif. Mais non, ouais, c'était un bon match de merde, basé sur un faux rythme. À la mi-temps, j'ai lâché. Je regardais en fond parce que ça servait plus à rien, il n'y avait plus d'enjeu. Mais bon, il y avait quand même quelques petits trucs intéressants à souligner, mais on en reparlera. T'as préféré ce match-là, celui de San Antonio contre Nouvelle-Orléans? Eh bien, à votre grande surprise, non. Il n'est pas complètement incurable. Jean-Henri, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ça? On peut parler d'autre chose. Hein. On a dit qu'on parlait du match, on l'a regardé, on t'a en parlé. Mais on peut parler d'autre chose. Hein. On est là entre nous, c'est bon. Hein. De toute façon, il n'y a personne qui regarde l'émission. Parlons basket. Parlons basket, donc parlons de Philly, non, je suis pas d'accord. Non, ça manque de viande. Ils ont Capella qui a un physique quand même, et puis ils ont John Collins qui a un physique qu'il ne sait pas utiliser. Mais non, écoute, je passe sur le match à proprement parler. On parle d'Atlanta d'abord. Faut pas perdre de vue du côté d'Atlanta, il manque quand même quasiment tous leurs extérieurs titulaires, à part Trae Young. T'avais pas Bogdanovic, t'as pas Cam Reddish, il en manquait un ou deux autres. Hurter et Waiter. Merci. Ils ont pris 44 pions 2 jours avant. Ils sont face à une équipe de Philadelphie qui est au complet. Bon, j'avoue que j'ai plus envie de parler de Philadelphie que d'Atlanta. Mais au début, on sent qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a une volonté de jouer sur les 4-5 premières minutes. Il y a Young qui fait un peu tout. Mais c'est un peu le thème d'ailleurs. Je pense que Young, quand il est sur le terrain, il a envie de tout faire. Et le problème, c'est que c'est parfois, ou souvent, un peu trop brouillon. Voilà, beaucoup de pics, et puis après il fait les trucs qui font plaisir aux jeunes comme Gigi, à savoir balancer la balle en l'air et il y a un gros qui tape dans le cercle. Mais sur le début de match, c'était intéressant. Je trouve que le premier quart-temps se tenait. Ils ont même mis un écart d'emblée. Après, ils se sont remontés. Mais le début de match était sympa à regarder quand même. Ouais. Franchement, heureusement qu'il est là, Young. Hein. Moi, c'est la première fois que je regardais un match entier de Young et d'Atlanta, et c'est certainement la dernière fois. Et franchement, moi j'aime bien son jeu. Et évidemment, c'est un peu brouillon parce qu'il est jeune et puis il doit faire beaucoup par rapport à l'équipe qu'il a. Surtout là, il manquait surtout Bogdanovic, les autres ils apportent aussi, mais c'est surtout ça. Mais bon, clairement, le jeu d'Atlanta, il n'y a pas de plaquette aujourd'hui, hein, les gars. Il n'y a pas de système de coach ou quoi. Yes. Il n'y a rien à faire. De toute façon, on ne comprend rien. Il n'y a plus d'haricots. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça. Tu mets en avant un gros problème, c'est que vous ne comprenez pas le côté un peu tactique. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de côté tactique. C'était, comme tu l'as dit, c'était des pick and roll dans l'axe, avec des fois des doubles pics avec Collins et Capella. Donc, il y a Collins qui fait un écran et qui ressort, qui fait un pick and pop, et l'autre qui roule au cercle. Et moi, franchement, il m'a impressionné, hein, Trae Young. J'ai vu un match entier. Il lit bien le jeu quand même. Quand il décide de ne pas faire n'importe quoi et tirer du milieu de terrain, sur les pics, il lit bien le jeu. Il gère les espaces, les changements de rythme. Il fait des flotteurs, il fait des 3 points. Les ballons qui ressortent, ils sont vraiment intéressants. Il a fait des pertes de balles ridicules, mais franchement, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Il a une super technique individuelle. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il en fait trop parce qu'il doit en faire trop ou parce qu'il juge lui-même qu'il doit en faire autant au détriment de l'équipe? Parce que en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de collectif. Moi, je trouve que cette équipe,
sur le papier, elle a du potentiel. Ça reste une équipe quand même plutôt jeune. Je comprends pas pourquoi ils courent pas un peu plus. Quand on a des cannes comme ça et qu'on a des gros tas comme Embiid en face, il faudrait mettre un peu plus de courses, un peu plus de jeux rapides. Clairement, le jeu demi-terrain, c'est pas fait pour eux, mais je trouve que cette équipe, elle est quand même pas si mal construite. Là, il y a Capella qui prend ses 3 fautes assez vite et après ils se font défoncer la gueule en deuxième quart-temps. Après, Capella était limité à 17 minutes de temps de jeu parce qu'il revient de blessure. Enfin, il joue blessé, et du coup ses minutes étaient limitées. En 17 minutes, le mec il prend quand même 15 rebonds. Il met 11 points. Et ça connote aussi avec leur début de match. Ils dominent le match au début au rebond. Ils sont sur 8-0 au rebond au début de match. Et c'est ce qui leur permet de tenir. Après, le problème, c'est le deuxième quart-temps. Le deuxième quart-temps, ils t'encaissent 42 points. Et ils te font 5 sur 18 au shoot. Comment tu veux revenir après ça? C'est quand Capella, il n'était pas là. Hein. C'est quand Capella, il n'a pas beaucoup joué en deuxième quart-temps. Et là, mais il fait sa troisième faute. Il fait sa troisième faute au bout de 7 minutes dans le deuxième quart. Ouais. Ah, bon non, il n'y a que toi qui parles. Il fait sa troisième faute, donc il ne pouvait pas trop jouer au deuxième quart-temps. Et le problème, c'est que déjà il n'est pas très large par rapport à Embiid. Donc quand il n'est pas là, ils avaient mis à un moment donné Collins sur lui. Oh, c'était un carnage. Franchement, c'était impossible à arrêter Embiid. Après, Embiid, non, j'ai pas trop. Au contraire, tu sens qu'il revient de blessure. Le mec, il t'a balancé quasiment que des shoots à mi-distance. Il enfonçait pas ses opposants directs. Il a des statistiques dégueulasses pour le coup, Embiid. De quoi? Il est assis sur 14 jeux au shoot. C'est pas terrible. Jean-Jonathan, le basket n'est pas qu'un sport de statistiques. Et si tu regardais un petit peu des matchs, tu comprendrais ces éléments. De passe. J'ai dit que Embiid revenait de blessure et ça se sentait. Et du coup, il shootait beaucoup à mi-distance au lieu d'enfoncer ses adversaires. Mais du coup, bon, visiblement, ça va être mon émission. Donc, allons-y. Il y a un bel échange. Il y a un bel échange. Il y a de l'écoute. Ça rebondit, c'est fluide, c'est pas mal. On parle de Fila on reste sur Atlanta on va sur Fila, vas-y, on parle de Fila et on parle de la conférence Est. Jusqu'où vous pensez qu'ils peuvent aller, puis après je vais rebondir avec quelques questions qui viennent du peuple. Jean-Jo, vas-y, tu commences. Non, mais visiblement, t'en as rien à foutre de cette émission aujourd'hui, Mathias, c'est assez incroyable. Il est en roue libre totale. C'est pour prouver qu'on peut prendre de l'antibiotique dans le barouche. Complet. Vas-y, Jean-Jo. On passe à... Non, Philly, voilà, il y a un banc très solide, pour le coup, très bon match du banc. Le banc a été exceptionnel, excellent. Ben Simmons qui joue juste. Alors, je suis pas forcément fan de ce joueur, mais il te met 10 pions dans le premier quart-temps. Après, il force plus rien et il fait jouer les autres. Voilà, jeu intéressant. Par contre, George Hill, il est temps de penser à arrêter. Faut arrêter les frais parce que ça va pas du tout. Ça fait longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment George Hill, mais franchement, c'est triste. Ça fait longtemps qu'il apporte de moins en moins. Alors, je sais, il a joué aux Spurs, donc Jean-Éric, il kiffe à la fin, tu vois, mais franchement, là, il fait de la peine. Donner 20 minutes de temps de jeu à un gars, il apporte rien, quoi. Et puis derrière, encore Matisse Thybulle, par contre, lui, qui te sort encore 4 interceptions. Lui, c'est vraiment un excellent joueur, pour le coup, qui apporte une vraie énergie et pas qu'en défense. En attaque, c'est pas un poids mort. Et encore le match avec 4 interceptions, pour le coup. Qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu entends? Sinon, toi, ça va? J'ai du mal à parler. Qu'est-ce que tu entends par Ben Simmons joue juste? Il force pas. C'est-à-dire qu'il y a Seth Curry à côté de lui. Il y a Seth Curry à côté de lui, qui est complètement passé à côté pour le coup sur ce match. Mais tu sens que quand il prend la balle, il crée quelque chose. Ça impacte généralement l'équipe derrière. Et il force pas en fait. Il prend pas la balle. À contrario de Trae Young justement, où lui, tu as l'impression qu'il veut trop en faire pour aider l'équipe. Lui, il le fait, mais de manière beaucoup plus juste. Et chaque action qu'il fait, moi c'est ce que je pense. Mais t'as peut-être quelque chose à dire. Non, j'ai rien à dire. Moi. Jean-Éric, tu veux rebondir sur. On reviendra après. Vu que ça ne sera pas. Fila, ça ne sera pas que la soirée de Jean-Jonathan. Moi, je trouvais en effet que Ben Simmons avait fait un match plutôt propre et que ce mec, s'il faisait ce qu'il faut pour s'acheter un shoot, il pourrait être vraiment, vraiment épatant parce qu'il a un physique énorme, il a une bonne tenue de balle, il est très grand pour un meneur. Voilà, c'est la nouvelle génération des point forward, mais c'est ce qu'il fait. Moi, je trouve ça propre. Alors bon, Jean-Jonathan a déjà fait quasiment le tour des joueurs, donc moi je vais faire un petit big up à Dwight Howard. Son copain, il a dit que quand il était sur l'autre planète, il était tout poilu. Qui fait un match hyper plaisant, hyper sympa. Et comment ça se fait qu'ici, tout son poil a tombé? Qui est impactant, qui a la banane, bonne humeur. Et puis surtout, qui
contrairement au doigt d'il y a quelques années, il cherche pas à faire des trucs qu'il sait pas faire, quoi. Il est basique, il fait du cercle à serre, il fout des patates. J'ai pas besoin d'emmerdeur. Il fout des gros contres. Et puis, moi, je trouve que Ben Simmons, c'est le leader vocal dans l'attitude de Philadelphie, et Joel Embiid, c'est le leader dans la qualité de jeu. Mais on voit qu'Embiid, il a pas trop de mental, qui assez rapidement, il va pleurnicher, il a pris une technique sur un truc où c'était même pas lui qui était concerné par l'action. J'ai l'impression que Simmons pourrait être ce vrai leader mental et moral. J'aime sa présence, j'aime comment il parle, j'aime tout, quoi. Et celui dans tout ça qu'on oublie, non, ce ne serait pas Danny Green qui a également fait un match de merde, c'est Tobias Harris, qui est vraiment un joueur de grande qualité, qui mérite pas d'être All-Star comme il a pu l'être, mais qui clairement apporte, c'est le ciment du groupe. Le gars, il fait les tâches obscures, il est à droit à 3 points malgré sa grande taille. Et c'est un taffeur, quoi. Qu'est-ce qui te fait penser que Simmons c'est le leader vocal? C'était très intéressant comme intervention. Très bien, suite de petits pas en déboulé ici, très bien. En plus, dans l'attitude... Si tu veux te suicider, je connais des médicaments. C'est dans l'attitude, je trouve, c'est lui qui doit être le leader, c'est lui qui doit montrer l'exemple, c'est lui qui doit impulser les choses. Et bon, c'est leur équipe à eux deux. Hein. Ça fait des années que la question se pose. Est-ce que c'est l'équipe d'Embiid? Est-ce que c'est l'équipe de Simmons? Je pense qu'ils doivent être assez intelligents pour que ce soit l'équipe des deux. Il y en a un qui va être le leader dans le niveau, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs en NBA qui sont capables de regarder Embiid dans les yeux. Mais Simmons doit être le leader dans l'état d'esprit et dans l'impact. Parce que tu as dit ils sont intelligents. Intelligent, je ne pense pas qu'on puisse vraiment l'associer à ces deux joueurs-là. Il faut faire attention aux termes qu'on emploie là-dessus. Gentil. Intelligent. Respect de l'autre. Alors là, touchez pas un cheveu de mon pote. Moi, Simmons, sur ce match, il me donne vraiment une bonne impression, quoi. Moi, je suis dans la team Jared Dudley. Comme Jared Dudley, je pense que Ben Simmons, sur jeu placé, il est très moyen. Sur jeu rapide, il est impressionnant. C'est-à-dire que quand il prend la vitesse et qu'il peut accélérer et driver, franchement, c'est même des fois sur transition, tu vois qu'il ralentit, il réaccélère derrière. C'est difficile à arrêter. Hein. Mais alors sur jeu, t'apportes rien à l'analyse, quoi. T'as repris une interview de Jared Dudley, puis tu la lis. Éducation de merde. Je croyais que tu allais dire que comme Jared Dudley, ça faisait 10 ans que tu n'avais plus de physique. Il y avait une très bonne tenue dans ce débat. Aussi. Mais regardez ce que fait Ben Simmons en jeu placé. Il lâche la balle dès le début, et il lance l'attaque, et après il se place au poste bas opposé où il y a ce côté faible, quoi, où il y a le jeu, quoi. Et il a un jeu sans ballon qui est très, 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 très faible. C'est-à-dire que quand il y a des attaques au cercle ou jeu poste bas, d'ailleurs, Philadelphie, ce qui est intéressant, c'est que c'est une équipe, et là, ça va faire plaisir à Jean-Éric, et ça me fait plaisir aussi à moi, il y a de l'alternance. Il y a du jeu post-up, il y a du jeu avec des extérieurs, ça, c'est pas mal. Et il y a 3 joueurs de post-up à Phila, c'est Embiid, Harris et Ben Simmons. Rapidement, ils peuvent isoler au poste bas un Harris, un Embiid ou un Simmons, mais sans ballon, Ben Simmons, son jeu, il est très, 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 très pauvre et depuis longtemps. Et moi, ça m'inquiète un peu. Alors déjà qu'il ne sait pas shooter, mais en plus, il n'a pas de fondamentaux sans ballon. Et ça serait bien qu'il progresse là-dedans parce que sinon, là, je trouve qu'il est très limité. Alors oui, il est grand, il est spectaculaire, il est rapide, etc. Mais j'ai préféré voir jouer un Tobias Harris, par exemple, qu'un Ben Simmons. Et là, en plus, comme tu disais, Jean-Jo, Embiid, il revient de blessure et tout. Il n'est pas à fond. Mais même sans être à fond, tu vois quand même le potentiel de ce qu'il peut faire. Et physiquement, il est imprenable. Je ne sais pas quelle équipe peut arrêter Embiid. Alors rapidement, quand même, évidemment, Danny Green et Curry ils sont passés complètement à côté. Je pense que Danny Green aussi, il peut arrêter. Hein. Ça fait un moment que là, c'est fini pour lui. Attends, il vise le 3 titres consécutifs, là. Hein. Ouais, il vise le 3 titres avec 3 franchises. C'est le Robert Horry des années 2010-2020. C'est exactement ça. Mais alors voilà, on parle un peu de Philadelphie, jusqu'où ils peuvent aller selon vous dans la conférence Est. Selon moi, la conférence Est, elle est toute pétée. Putain, toute pétée. Franchement, on devrait faire un tour de playoff. On devrait faire Brooklyn, Philadelphie, et puis voilà. Et on regarde qui va en finale derrière. Est-ce qu'il y a une expression de joie dans la phrase? Moi, j'ai du mal avec l'équipe de Philadelphie. Je sais pas, je suis pas fan. Je trouve que Embiid est le meilleur à son poste. Enfin, pas le meilleur à son poste, mais il est injouable. Il est injouable à l'Est. Mais
Je sais pas, j'ai un peu de mal avec cette équipe. Je trouve elle déroule pas comme elle devrait, en fait. C'est-à-dire Bah, je sais pas, j'ai toujours l'impression que c'est un peu saccadé, que les systèmes sont pas forcément fluides. Il y a des décalages qui sont faits par les stars, par les performances individuelles de chacun, mais je sais pas, c'est pas fluide. Je trouve pas leur jeu fluide et je les vois pas passer contre un collectif mieux huilé, pour le coup. Tu trouverais que les Spurs avaient un jeu plus fluide? Je trouvais que chez les Spurs, il n'y avait pas de stars. Tu réponds pas à la question. C'est ton choix. Hein. J'ai l'habitude. Hein. Bah ouais. Les Spurs avaient un jeu plus. Mais je sais pas. En fait, je sais pas comment te dire ça, mais chez les Sixers, je sais pas. Je trouve que ça déroule pas comme ça devrait en fait. En fait, tu sais pas ce que tu veux. Quand il y a pas de stars mais un beau collectif, ça te fait chier parce qu'il n'y a pas de stars. Quand il y a des stars mais pas de collectif, ça te fait chier parce qu'il n'y a pas de collectif. On doit accorder à l'autre le crédit de ses arguments. Allez, chronique. Jean-Jo, on a 5 minutes. Ça serait top qu'on fasse les 2 chroniques avant les 5 minutes. C'est possible? Ouais, ça va prendre une petite minute, un grand max, même pas. Vas-y, alors c'est un grand honneur. C'est une grande première. C'est la première. Il s'est enfin décidé à préparer un truc et à bosser un peu pour cette émission-là. Pour cette émission, la première chronique de Jean-Jo. Il y a un début à tout, la première fois ça fait mal. La seconde fois, ça fait plus rien du tout. Qui va nous faire, si j'ai bien compris, un poème, hein, c'est ça? Bon, je suis parti à la recherche d'une stat. Parce que c'est vrai qu'à la base, pendant le match, j'avais entendu une stat un petit peu intéressante parce que c'est le jeu que j'aime, hein, c'est les alley-oops, et qui disait que Trae Young était le leader cette saison en passe alley-oop. Du coup, j'ai fait mes petites recherches dessus. Je me suis dit que j'allais partir sur les leaders de la catégorie alley-oop, etc. Sauf qu'on trouve rien. On trouve que dalle sur Internet. Du coup, je me suis dit merde, je vais changer. Je vais changer de chronique et du coup, je me suis dit que j'allais rendre hommage à la défense des Hawks, qui était exceptionnelle hier soir, parce que quand même, contrairement à ce qu'on a vu sur le dernier match, les Hawks ont déjà défendu dans leur histoire. Et justement, sur la saison 77-78, ils tournaient à 11 interceptions par match. C'est exceptionnel, c'est un total de 916 interceptions sur la saison. Moi, je trouve que c'est une stat qu'on souligne pas souvent et qu'il fallait mentionner. Donc voilà, je rends hommage à ces Hawks. Et d'ailleurs, petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez du coup le meilleur intercepteur de l'histoire des Hawks? En termes de quoi? De nombre total d'interceptions ou de moyenne? De total partout. De total partout? En total. Ouais, je le connais, c'est Mookie Blaylock. Exactement. Il m'avait appris tout seul. Tout seul? Ah, with experience. C'est Mookie Blaylock. C'est Mookie Blaylock qui a joué chez eux de 92 à 99 et qui possède, bon, le quiz c'est plus tard, du coup, tiens, c'est dommage, et qui possède le meilleur total d'interceptions dans toutes les catégories, donc sur le record all-time, 1321 interceptions chez les Hawks. C'est lui aussi qui a le record sur un match. C'était 14 avril 98, date qui est très chère à Eric parce qu'il a fêté ses 55 ans à ce moment-là. C'est 10 interceptions sur un match. Et en play-off, c'est lui aussi. 101 interceptions en play-off et 8 sur un match. Okay, voilà. Joueur défenseur All-Star, pas très connu, mais ouais, gros meneur d'Atlanta à l'époque, des 90, quand ils étaient coachés notamment par Lenny Wilkins, il me semble. Gros défenseur. Avec Stacey Augmon, The Plastic Man. J'aimais bien cette équipe d'Atlanta. Pas mal. Cool. Merci, Jojo. Je vous en prie. Pas mal. Petit focus sur les stats et tout ça, c'est pas mal, j'aime bien. Jean-Éric, tu as une petite chronique. Tu viens de me niquer mon temps. Ça passe plus, là. Non, mais si, c'est bon. On a 2 minutes 40. Vas-y, T'es les Français? Oui, sergent-chef. C'est les effets. Remets le bob. Les effets spéciaux. Les effets spéciaux les plus pourris de l'histoire. Si George Lucas regarde cette émission, il va mourir. Il va faire un arrêt cardiaque. Si on avait un monteur correct pour m'insérer un petit générique à ce moment-là, ça passerait crème. Donc, moi, je suis parti d'un constat en regardant ce match, c'est qu'en effet, Embiid, il a quand même un physique différent. Quand tu vois par rapport à même Capella, qui est quand même censé être un mastoc en face, tu vois qu'il y a une espèce de gigantisme. On dirait un adulte au milieu d'enfants. Et donc, je me suis demandé si ce gigantisme qu'on trouvait chez certains joueurs était pathologique, était une maladie. Et ça m'a ramené des souvenirs difficiles de mes études où une prof de médecine, donc, parce que j'ai fait des vraies études de médecine, c'était pas juste pour le plaisir, nous avait parlé du syndrome de Marfan et nous avait dit cette phrase horrible:
que l'on retrouve chez certains joueurs de basket professionnels. Donc, bien évidemment, joueur de basket, étudiant en médecine, donc on m'a traité de marfan pendant toutes mes études. Donc, note pour tous mes anciens camarades, je vous pisse au cul. Espèce d'enculé! Et donc, voilà, comme si l'idée est une espèce de fantasme que si t'es grand, bah, tu peux être pro au basket, t'as besoin de rien d'autre. Alors que le syndrome de Marfan, qui, comme vous le savez très bien tous les deux, est une maladie du tissu conjonctif qui est héréditaire autosomique dominante, qui se traduit par une dilatation notamment de l'aorte. C'est sérieux, les gars, on parle de maladie là. Qui peut s'associer à une insuffisance cardiaque, des complications oculaires, des complications ostéo-articulaires. Quand tu étais petit, est-ce que tu avais des ennuis quand tu étais petit? En plus d'une grande taille, mais on imagine bien qu'un mec qui a des problèmes cardiaques, c'est compliqué d'être joueur de haut niveau. On pensera peut-être quand même à Ronny Turiaf, mais dans les symptômes, il y a aussi une microniacie, une petite mâchoire, alors que Ronny Turiaf, il a quand même plutôt une grosse mâchoire, donc ça fait plutôt acromégalie. Et donc l'acromégalie, qui est une autre maladie comme ça, qui se traduit par une forme de gigantisme, et que elle, par contre, je pense qu'on la retrouve chez certains joueurs, ça se traduit par une hypersécrétion de l'hormone de croissance, la GH que vous connaissez bien. Ça entraîne donc une grande taille. Faites chier. Un élargissement des mains et des pieds, de grandes mains, de grands pieds, un menton prognate, une tête d'australopithèque, une voix très grave, mais également, il y a quand même un petit risque cardiaque. Et ce physique-là qu'on décrit, outre un méchant de James Bond, et je compte sur Bebop pour nous trouver les images, on pense à des mecs comme Murzan ou Marjanovic, qui lui, clairement, a un physique d'acromégale. Alors, quand on regarde Embiid, au vu de ses anomalies, non, lui, a priori, c'est naturel, sauf que, clairement, il a un boule qui est quand même digne des grandes idoles de Jean Jonathan que sont Cardi B et Kim Kardashian. C'est fini. Super chronique. On a appris plein de trucs. Encore une fois, on a appris plein de trucs. Et finalement, c'est un truc que j'aime bien dans cette émission, même si au début, je me suis plaint de la qualité. Il y a quand même une vertu pédagogique. On a appris à faire un guacamole. On apprend maintenant désormais des termes médicaux qui peuvent nous permettre de vivre une vie meilleure, finalement. Et c'est peut-être ça l'objectif de cette émission, qui n'était pas prévu à la base. Mais c'est l'évolution naturelle et organique que prend ces échanges tous les trois. Donc pour ça, je vous en remercie. Et je termine évidemment par cette citation très connue de Jean-Pierre Coff, qui disait, juste après le All-Star Game 87, qui a marqué les esprits. Non, bon les gars, j'ai pas de citation, on termine comme ça. L'allemand, c'est le plus gros suceur du monde.